Salut et bienvenue dans les MPR News du mois de janvier 2018. C'est le mois de janvier, alors tout d'abord une super année à tout le monde. Et donc bienvenue à vous tous, photographes de 2018. C'est parti. Alors on commence avec les news du monde de la photo. On a quelques news. Un petit peu de drone, un petit peu de logiciel de retouche. Je suis tombé sur ces photos-là de Peter Adams Shawn, qui fait beaucoup de photographies au drone et il est devenu vraiment excellent là-dedans a priori. Son site, enfin vous le retrouverez sur Instagram et un peu partout, avec Memories of Tomorrow. Je vous mettrai un lien dans la description. Et c'est absolument impressionnant parce qu'il fait beaucoup de photographies de vagues et donc en fait il doit faire des tonnes de photos parce qu'il attend d'avoir des dessins absolument géniaux dans les vagues. Là par exemple ça représente un aigle, on en a d'autres où on voit des anges, on en a d'autres où on a l'impression de voir des personnages mythiques, enfin c'est assez hallucinant. J'imagine pas le nombre de photos qu'il doit prendre avant de réussir à trouver la bonne forme, mais je trouvais ça vraiment sympa et créatif, donc c'est une bonne idée. Donc voilà, je vous mets un lien vers cette petite galerie assez sympa. Et puis, National Geographic a publié ses classements de photographes de nature de l'année, Nature Photography of the Year, avec l'accent s'il vous plaît. Et pareil, cette année, il y a une section de photographie au drone avec quelques photos qui sont vraiment impressionnantes. Donc voilà, je trouve que la photo au drone commence à prendre de plus en plus de place dans le monde de la photo. C'est une catégorie à part qui nécessite du matos à part aussi. Mais voilà, je trouve ça suffisamment intéressant pour jeter un coup d'œil et c'est surtout des angles de vue vraiment différents. Tiens, une petite question pour vous les amis nikonistes. SnapBridge a priori est sorti en version 2.0. Alors SnapBridge, si je dis pas de bêtises, c'est le petit logiciel qui est dans l'appareil photo, pour les appareils photo les plus récents chez Nikon, et que vous pouvez appairer avec votre téléphone, votre smartphone, en Bluetooth si je dis pas de bêtises. Et en fait ça transfère vos photographies automatiquement pendant que vous les prenez. Le principe est génial. A priori la version 1 était très mauvaise avec plein de bugs et ça marchait jamais. Et la version 2 normalement doit résoudre pas mal de ces soucis, donc j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça marche maintenant SnapBridge? Et si oui, mettez-moi un peu vos retours dans les commentaires si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, parce que ça peut être un petit avantage par rapport à Canon, à Sony ou à d'autres qui n'ont pas ce type de technologie. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On passe un petit peu au logiciel Lightroom CC. Donc Lightroom, c'est toutes les versions Creative Cloud. Maintenant, il y a tellement, c'est trop compliqué. Donc il y a Lightroom CC, qui est celle qui a la même interface que l'application mobile, mais qui est beaucoup plus complète maintenant. Et Lightroom Classic CC, qui est l'ancien Lightroom. Bref, ils ont amélioré le mode automatique, qui permet de, alors pas retoucher complètement la photo, mais de retoucher tout ce qui est contraste, haute lumière, exposition, clarté, etc. Balance des blancs, tout ce qui est ton, toutes les tonalités en fait de la photo. Et en fait, l'ancienne version appliquait des règles de base qui étaient globalement pas terribles, hein, faut se le dire. Et là, la nouvelle version, en fait, c'est basé sur, vous savez, ce machine learning, les fameuses technologies qui permettent de... en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un ordinateur qui va regarder tout un tas de photos, en RAW et après retouche de photographe professionnel, et qui va déterminer, tiens, dans cette photo, je reconnais une montagne, une rivière, un truc, un portrait, machin, et tiens, c'est tel type de réglages qui ont été appliqués. Et donc la machine, quand on lui balance des milliers de photos, va apprendre globalement les réflexes qu'ont la plupart des photographes pour retoucher ces photos. Alors ça va lisser un petit peu les techniques, évidemment, les techniques de retouche, pour déterminer, tiens, un socle de base. Et donc en fait c'est cette technologie de machine learning qui a été implémentée maintenant dans Lightroom, qui est quand vous cliquez sur ce petit bouton auto, et ben en fait les réglages qui vont être appliqués sont ceux qui sont tirés de centaines voire de milliers de photos que des photographes professionnels ont retouchées et soumises à Adobe. Donc l'idée est pas mal et l'exécution est pas mal. Encore une fois, moi j'aime bien chez Adobe quand ils font ça, c'est que comme ils l'avaient fait pour le HDR par exemple, quand ils implémentent des fonctions comme ça où on peut clairement faire l'effet beaucoup trop fort, eux ils prennent la version la plus sûre. Et donc là la retouche elle est pas subtile, mais d'une manière générale quand on clique sur le bouton auto on va rarement bondir en se disant ah c'est beaucoup trop contrasté, trop coloré, etc.
Donc voilà, je vous avais posé la petite question dans l'onglet communauté sur la chaîne YouTube, si vous l'utilisiez et pourquoi. Et vous étiez plusieurs à me dire que c'était une bonne base de départ, que c'était pas mal pour commencer à retoucher ces photos. Et moi je me posais même la question, vous savez, dans mon workflow, de toutes ces photos 2 étoiles, qui sont toutes les photos que je veux garder en souvenir, parce que le moment était intéressant pour moi, mais qui n'ont pas d'intérêt photographique en tant que tel, et qui représentent pour moi la majorité du temps que je passe sur Lightroom aujourd'hui, et ça m'ennuie pas mal, de me dire, tiens, est-ce que c'est toutes ces photos-là, je ne les passerai pas, un clic sur auto, et puis je passe à la suite. Voilà, je me pose la question, peut-être je vais l'utiliser comme ça, je vous en dirai plus à l'avenir. Lightroom 6, nuance. Alors Lightroom 6, c'était la version boîte, c'est la version qu'on achetait, vous savez, à la bonne époque, on achetait un logiciel et puis après on l'avait à vie. Si vous avez acheté Lightroom 6, vous l'avez toujours à vie d'ailleurs. Lightroom 6 ne va pas s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain. Cependant, il y a eu la dernière mise à jour, et quand je dis la dernière, c'est pas la plus récente, c'est la dernière, il n'y en aura plus d'autres. Et en fait, c'était une mise à jour avec pas vraiment des nouvelles fonctionnalités, mais plutôt des nouveaux formats RAW qui sont supportés pour les derniers appareils photo qui sont sortis en fin 2017. Tout ce que ça veut dire, c'est que Lightroom 6 va continuer à marcher. Donc si vous aimez bien ce logiciel et qu'il vous plaît, continuez de l'utiliser. Vous pourrez uniquement pas l'utiliser avec tous les appareils photo qui sortiront après 2017. Voilà. Mais pour le reste, ça marche toujours. Donc il y a beaucoup de personnes qui râlent en disant ouais, on est obligé de passer sur abonnement, etc. Vous n'êtes pas obligé de passer sur abonnement, vous pouvez toujours acheter Lightroom 6, vous allez juste avoir certaines fonctionnalités qui ont été développées pour la version Creative Cloud que vous n'aurez pas, mais il n'empêche que même sans ces fonctionnalités-là, Lightroom 6 reste un très bon logiciel de retouche. Donc voilà, si ces outils vous conviennent toujours, vous pouvez continuer à les utiliser. Maintenant, dans ce débat-là, vous êtes pas mal à me dire dans les commentaires « Et Darktable et les alternatives à Lightroom, on en a marre, Adobe, ils veulent qu'on s'abonne et compagnie, c'est nul. » Et je suis d'accord d'une certaine manière, être un petit peu, comment dire, tenu à la cheville par un abonnement, certains peuvent trouver que c'est pas extra. Moi perso ça me va, ça me dérange pas de m'abonner à un magazine photo ou de m'abonner à voilà, plein de services, donc pour moi ça me choque pas. Mais il y a des alternatives, effectivement, démarrer en se disant je vais m'abonner à un logiciel et je sais pas s'il va me plaire, c'est quand même violent. Donc démarrer avec des logiciels gratuits type Darktable, ça peut être vraiment pas mal, d'autant plus que Darktable, hasard du calendrier, parce que c'est vraiment pas fait exprès, Darktable a sorti une version Windows. Darktable avant c'était essentiellement pour Linux et peut-être sur Mac, mais peut-être je dis une bêtise. Donc je suis en train de l'essayer, je suis en train de tester un petit peu, me passer des photos à l'intérieur, etc. C'est un des logiciels qui est le plus plébiscité par les personnes qui cherchent une alternative gratuite à Lightroom notamment. Donc voilà, je vais m'y replonger un petit peu, il y a plein de fonctionnalités qu'il n'y a pas dans Darktable qu'il y a dans Lightroom, mais il y a aussi quelques fonctionnalités qu'il y a dans Darktable et qu'il n'y a pas dans Lightroom, donc ce sera intéressant de regarder. Je vais faire des essais, si personnellement je trouve que c'est pas spécialement concluant, je vous en dirai 2 mots dans les prochaines MPR News. Si je trouve que ça vaut le coup, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Ensuite, les news MPR. Vous avez remarqué sur YouTube, il y a un petit onglet communauté qui est arrivé pour toutes les chaînes qui ont plus de 10 000 abonnés, dont celle-ci. Et donc du coup, j'ai commencé à poster quelques photos, des sondages, des machins comme ça. Donc je voudrais juste savoir ce que vous en pensez, parce qu'en fait, au départ, j'avais un peu peur de mettre du contenu là-dessus. Parce que je me disais que ça allait vous polluer un peu votre flux d'abonnement sur YouTube. Donc ça c'est la crainte que j'ai. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ou est-ce que vous me dites en fait non, ça ne me dérange pas, au contraire c'est sympa, ça permet de voir des photos, etc. Moi j'utiliserais plutôt essentiellement pour poster des photos justement, parce qu'aujourd'hui je poste beaucoup de photos sur Facebook. J'en mettrai un petit peu moins sur celle-là, mais des plus qualitatives on va dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je peux continuer à l'utiliser comme ça. Donc j'aimerais avoir vos retours sur cette fonctionnalité-là. Les sorties photos. Alors vous avez remarqué, il y en a eu 2 au mois de décembre, il va y en avoir 3 au mois de janvier, et ça va continuer sur un rythme effréné comme ça, les sorties photos ou quart d'heure photo, il faut encore que je m'ajuste là-dessus. Mais en fait je vous explique. Les sorties photos, c'est ce que je préfère faire sur cette chaîne. J'adore, mais ça me demande du temps. Et ça me demande globalement une journée de travail, le temps d'aller faire la sortie photo, de la préparer à l'avance, de tourner sur le terrain, de revenir éventuellement filmer aussi la retouche de la photo si c'est un quart d'heure photo. Et puis ensuite tout le montage, qui est un montage beaucoup plus long que sur des épisodes du type MPR News par exemple. Et comme maintenant j'ai une petite entreprise à faire tourner, chaque journée compte et chaque heure compte. Et donc du coup, dans ma tête, je voulais trouver un moyen de faire en sorte de pouvoir, trouver une excuse pour me faire mes sorties photos quand même.
Et en fait, à un moment, ça m'a fait tic, mais je me suis dit, mais les tipeurs, en fait, ils soutiennent la chaîne et ils soutiennent la chaîne pour le contenu qu'ils préfèrent. Donc je leur ai demandé et ils m'ont dit que bah, pour eux, pour l'essentiel, c'est surtout les sorties photos. Enfin, ils aiment bien tous les autres formats, mais les sorties photos, ils aiment beaucoup. Donc je leur ai demandé s'ils voulaient bien officiellement, entre guillemets, m'offrir des sorties photos. Et donc en fait, ça c'est la petite pirouette mentale que je me fais. Ça change rien pour les tipeurs, ça change rien pour vous autres. Mais c'est juste que moi, je me dis dans ma tête, tiens, bah, là, le mois dernier, il y avait 400 € sur Tipeee. Bah, ça veut dire que le mois prochain, je peux faire 2 sorties photos parce que ça fait 2 journées à 200 €, quoi. Et donc voilà, c'est la petite pirouette mentale que je me fais dans ma tête. Et il se trouve que vous vous êtes bien lâché sur Tipeee au mois de décembre et on a dépassé les 600 €, donc il y aura 3 sorties photos au mois de janvier. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt cool, je voulais juste vous tenir au courant de la façon dont j'avais mentalisé un peu le truc. Voilà, alors si après demain vous vous retrouvez à tous venir sur Tipeee, ça va commencer à faire beaucoup, ça va être difficile, il n'y aura plus que des sorties photos sur la chaîne. Live, on refait un live, je vais essayer de faire ça tous les mois maintenant aussi. Donc mardi 9 janvier, donc c'est très bientôt. Comme d'habitude, avec un petit jeu, avec un débat, avec une mini revue de photos à la fin, et puis quelques questions-réponses. Donc voilà, soyez présents, c'est cool, bonne ambiance, on se marre bien. C'est des petits segments de 10 minutes, donc du coup c'est assez dynamique. Et voilà, donc pour l'instant les lives précédents ont bien marché, les replays marchent bien aussi parce que vous êtes beaucoup à les regarder, donc pour moi je pense que c'est un format qui marche, donc on continue. Et puis enfin 2018, donc bonne année photo à toutes et à tous évidemment. Si on fait un petit retour sur 2017, pour moi le thème ce serait sous l'eau. Pas forcément parce que j'ai fait beaucoup de photos sous-marines, mais plutôt parce que c'était ni pour la météo du mois de décembre, mais plutôt parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo où je vous explique mon changement de job, j'étais vraiment débordé jusque-là, à un point à être bien crevé, bien fatigué et à plus vraiment avoir d'opportunité d'aller faire des photos. Donc c'était vraiment, voilà, too much. Et en 2018, l'idée c'est dans les airs. Alors je vous fais un petit peu de teasing, mais il y aura quelques photos, quelques sorties photos, peut-être quart d'heure photo dans les airs, d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières possibles d'ailleurs, il y a plusieurs façons possibles. Donc je vous laisse un petit peu cogiter là-dessus. Mais il n'y a pas qu'une seule réponse à cette petite idée-là. Et c'est un petit peu mon envie et mon ambition aussi de commencer à traiter toutes mes photos et de retrouver un peu d'air dans le traitement des photos. Voilà, c'est un peu tarabiscoté comme, comme réflexion. Quelques news matos. Nissi a annoncé qu'ils avaient sorti un filtre ND variable. Donc, pour info, donc les filtres ND, vous avez les filtres ND fixes. Donc vous avez les filtres rectangulaires, mais vous avez aussi les filtres circulaires. Les filtres ND, c'est densité neutre, qui vous permettent de rallonger les temps de pause. Et donc vous avez les fixes qui vont couper par exemple 1 stop, 2 stops, 3 stops de lumière jusqu'à 10 stops de lumière. 10 stops, c'est les ND1000. Et vous avez les variables, où en fait c'est deux filtres polarisants qui tournent l'un en face de l'autre, l'un par rapport à l'autre, et qui vont s'assombrir au fur et à mesure ou s'éclaircir au fur et à mesure. Et ces filtres-là existent depuis très longtemps, sont beaucoup utilisés pour la vidéo, mais globalement peu en photo. Moi j'en avais un au départ, et j'ai arrêté de l'utiliser notamment parce qu'il y a une croix, une espèce de croix, qui arrive quand on commence à faire une densité assez importante. Et c'est une espèce de croix plus sombre qui apparaît sur l'image, c'est absolument impossible de s'en débarrasser. Et ce qui est compliqué, c'est qu'à la prise de vue, on ne la voit pas toujours. Donc cette incertitude-là de se dire est-ce que j'en ai une, est-ce que j'en ai pas, moi ça m'a vite saoulé, donc du coup j'ai arrêté de les utiliser. Mais pourtant c'est assez pratique, et donc Nissi a sorti un filtre qui s'appelle Pro Nano, qui donc rajoute de 1,5 à 5 stops, et qui selon eux ne crée pas de croix. Alors le petit truc qui me fait tilt quand même, c'est que je me dis jusqu'à 5 stops, les anciens filtres, enfin les filtres habituels ND variables vont jusqu'à 8 stops et demi je crois. Et la croix, elle apparaît sur la fin, là où c'est très dense. Donc je me demande si elle n'apparaît pas entre 5 stops et 8 stops et demi, et qu'en fait, en réalité, l'astuce de Nissi n'est pas tout simplement de se dire, ben, on s'arrête à 5 stops avant que la croix apparaisse. Pourquoi pas, mais cela dit, ça enlèverait quand même cette fameuse incertitude de se dire, est-ce que j'ai une croix ou pas qui apparaît. Mais bon, voilà, intéressant. Macouette, c'est une marque de gants. Alors ça fait assez longtemps qu'ils existent. Je vous en parle parce que j'en ai reçu une paire. Qui m'ont été envoyés par le distributeur français de Macouette. Macouette, c'est des Anglais qui ont développé ça, et c'est des gants au départ pour les sports d'extérieur. Donc pour les golfeurs, pour les gens qui font enfin plein de sports extérieurs. Et c'est développé par des Anglais, donc autant vous dire que c'est prévu pour être tout temps. Vent, pluie, froid, voilà. Je les ai testés aujourd'hui même dans la tempête.
Je peux vous dire que ça marche plutôt bien. Et donc le principe en fait, c'est que c'est des gants qui sont enfin, relativement fins, mais surtout qu'il y a une espèce de grip ici devant, et ce grip là, il se complète très bien avec le grip d'un appareil photo. Donc les macouettes sont aussi fortement utilisées par des photographes, parce que notamment quand il pleut et quand c'est mouillé, ça accroche quasiment encore mieux sur le grip de l'appareil photo que si vous n'aviez pas de gants et que c'était sec. Et donc du coup c'est assez sécurisant, on va dire. Et en plus de ça, ça protège pas mal du froid. Donc moi je les ai utilisés tout à l'heure pour faire des tests de pause longue, pour un futur test de produit à venir. Et bah, en gros j'étais sorti sans gants d'abord, et au bout de 5 minutes j'avais les doigts tout froids. Après j'ai mis cela, au bout de 20 minutes ça allait encore. C'est pas des gants pleins de moumoute qui vont être super chauds, voilà, non, non. Mais ça permet de rendre supportable ce qui avant était insupportable en fait. Donc pour moi c'est pas mal, et en plus ils sont petits, donc ils sont bien pour mettre dans le sac photo. Et puis ce qui est assez intéressant aussi, c'est que comme ils sont fins, on peut on peut accéder à tous les réglages de son appareil photo, on peut chercher un truc dans sa poche, on peut enlever un bouchon d'objectif, enfin on n'est pas obligé de les enlever tout le temps. Donc voilà, ça reste bien, comment dire, j'allais dire flexible, mais non, ça reste bien pratique, quoi, on va dire. C'est une quarantaine d'euros, et alors je vous précise la taille, parce que moi avant de me l'envoyer, on m'a demandé la taille exacte. Alors j'ai dû mesurer, je crois, la longueur entre le doigt, là, je pense que c'est ça qui fait 9 cm, je crois, entre le plus haut doigt et là, ici. Mais juste pour vous dire que voilà, moi je suis quelqu'un d'une taille à peu près normale, mes mains sont à peu près normales. J'ai quand même des doigts un petit peu longs et un petit peu fins, voilà, et je fais taille 9, donc si ça vous donne une référence, voilà, faites ce que vous voulez avec ça. Yongnuo qui a annoncé qu'ils allaient sortir un 14 mm autofocus à ouverture f2.8. Alors Yongnuo, c'est ceux qui font des flashs et qui ont déjà fait des copies d'autres objectifs. Alors jusqu'à présent, ils ont surtout copié des objectifs Canon et un petit peu Nikon, je crois. Et là, a priori, on a une belle copie de Samyang. Alors ce sera probablement beaucoup moins cher que les versions originales. À voir si la qualité suit. Pour l'instant, sur les autres objectifs qui ont été copiés, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Dans un autre style, Leica, là la qualité, on peut imaginer que c'est plutôt pas mal, sort un Noctilux 75 mm f 1.2,5, belle ouverture quand même. 2, 3, 4, ouais, c'est bien ça, 12 800 $. Voilà, pour ceux qui ont les poches remplies. Et puis je voulais finir par un petit coup de pouce, certains d'entre vous l'ont déjà vu, j'en ai parlé sur Facebook et sur l'onglet communauté de YouTube. C'est pour Frédéric Cantor de la chaîne Fred Photo. Donc Fred fait essentiellement des sorties photos sur sa chaîne YouTube, et il faisait au départ un peu de paysage, il avait un petit peu du mal, il n'a pas vraiment rencontré sa passion dans le paysage, on va dire, et il a bifurqué sur l'animalier il n'y a pas longtemps, et là c'est carrément plus sa tasse de thé. Donc c'est avec Fred que j'étais parti en sortie photo sur le premier plateau du Doubs, là, dans la neige. Donc voilà, Frédéric m'a donné plein de conseils. Donc voilà, c'est vraiment un gars vraiment très chouette. J'ai passé un très bon temps avec lui. Il y a d'ailleurs une interview de moi sur sa chaîne, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Voilà, c'est calme, c'est posé, c'est tranquille, voilà. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne si ça vous dit. Et puis je vous laisse avec les photos de décembre 2017. Vous allez voir, ça y est, j'ai lancé la machine. Sur Facebook, je poste environ 4-5 photos par semaine. Donc là, il y a pas mal de petites photos. Pour l'essentiel, même peut-être pour l'intégralité, des photos qui ont été prises dans les Grisons lors d'une randonnée en 2015. Voilà, ça remonte jusqu'à l'été 2015, pour dire un peu le retard, mais je suis en train de le rattraper. On y croit, en 2018, on prend de l'air. Allez, bonne année tout le monde et à bientôt, ciao.